Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges et jurés, je m'adresserai à vous en ce jour sans peser mes mots. C'est un problème de femmes, de noirs, de pauvres. Il n'est pas rare que sous ces deux couverts, l'on ignore les réels problèmes de notre société actuelle. Cependant, combien d'entre vous ont des collègues, des partenaires, des amis, d'autres races, sexes, religions? Alors leurs problèmes, ce sont aussi vos problèmes. Aujourd'hui, la difficulté soulevée concernant chacun de nous est celle de la libéralisation de substances stupéfiantes qu'il est nécessaire de ne pas ignorer. Gérard Grévy disait d'ailleurs à ce propos que la drogue, c'est comme une femme. Elle ne te pardonnera pas si tu dépasses la mesure avec elle. Car comme il est soulevé dans Las Vegas Parano, quand on démarre un plan drogue, la tendance, c'est de repousser toute limite. Et ce sont bel et bien des questions de mesure et de limites auxquelles nous avons ici affaire. La société de Mondrel-Joli Rêve, ayant pour activité l'achat et la vente de produits à base de CBD et de fleurs but du même produit, requiert la suspension de l'arrêté du 30 décembre 2021, posant l'interdiction de vente aux consommateurs des feuilles à l'état brut de variété de cannabis sativa L, au motif que cet acte porte directement atteinte à l'exercice de son activité en invoquant une situation d'urgence. Néanmoins, ce même arrêté autorise la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des mêmes variétés dont la teneur en THC n'est pas supérieure à 0,3%. Et là est toute la nuance. Il s'agit en effet de vérifier s'il est possible pour le demandeur de se prévaloir d'une situation d'urgence dans de telles circonstances, ainsi que d'évaluer la proportion des mesures édictées vis-à-vis des enjeux en présence. Avant de démontrer en quoi la demande de la société Joli Rêve n'est pas fondée et en quoi elle porterait atteinte au droit, il est nécessaire de nous replacer dans un contexte scientifique, ce que je me chargerai de faire avec plaisir, puisqu'étant donné la densité de mes recherches à ce propos, mes connaissances actuelles en la matière se rapprochent de celles d'un dealer ou d'un brigadier des stupes. Bien souvent, les industries productrices ou points de vente de produits à base de CBD nous vantent les effets bénéfiques de ces substances et leurs mérites afin de nous encourager à l'achat. On vous promet l'accroissement de votre créativité, le soulagement de vos tensions, la diminution de vos douleurs, la dissipation de vos angoisses et des nuits merveilleuses en compagnie de Morphée. Cependant, il n'est pas inutile de rappeler que l'industrie, quelle qu'elle soit, fonctionne sous forme de lobbying. Que le produit en question soit bon ou mauvais pour votre corps ou pour l'environnement, tant qu'il permet de faire du profit, on en fait la promotion. Au début du XXe siècle, les sportifs faisaient l'apologie du tabac en vantant les vertus. Ou plus récemment, toutes ces jeunes femmes qui font la promotion de la chirurgie esthétique pour atteindre des standards de beauté abracadabrants et dangereux. Et depuis les 50 dernières années, on nous assaille de produits sucrés, malgré le fait que leurs effets néfastes aient été prouvés. Mais à quoi bon remédier à tout cela, puisque cela fait vendre? Le cannabis... Si l'on en revient à la consommation de CBD, tout comme les lobbies ayant précédé, il ne s'agit que d'une mode qui ne justifie pas la mise en danger de nos concitoyens. Le cannabidiol, quoi qu'on en dise, reste une substance stupéfiante comme une autre, bien qu'elle soit qualifiée de drogue douce. Le THC et le CBD agissent tous les deux sur les mêmes récepteurs CB1 dont l'activation cause l'effet euphorique du cannabis, bien qu'à des proportions différentes. La formule brute de ces deux molécules est strictement identique, C21H30O2. Ce petit nom, bien qu'ayant l'air très mignon, lui confère des propriétés psychoactives qui agissent sur votre cerveau de la même manière pour chacune des molécules. Seule la concentration neurorécepteur touchée change. Pour la même quantité, l'effet du CBD sera 100 fois moins puissant que celui du THC. Ainsi, pour avoir le même effet, il suffirait de consommer 100 fois plus de CBD que de THC. Cela ferait vendre davantage, et puis ça ne paraît pas impossible quand on voit les doses conseillées et celles qu'un fumeur habitué à but récréatif peut fumer, croyez-moi. De plus, il est très facile de passer de l'une des formes à l'autre. Une simple décarboxylation permet de passer du CBD au THC, en portant le produit brut à 110 degrés, ce qui active les effets psychotropes de la fleur. Cet usage est d'ailleurs très courant chez les consommateurs de cannabis récréatif qui en font des space cakes. De plus, une étude australienne a démontré que dans un milieu acide, similaire à l'estomac, le CBD pouvait se dégrader en THC, justement. Le THC, même à très maigre consommation, à très faible concentration, va générer une dépendance et un impact négatif sur l'organisme. Il peut être à l'origine de ce qu'on appelle couramment un bad trip, ou de crises d'anxiété très difficiles à supporter. Le CBD, quant à lui, dans des conditions non optimales de consommation, va entraîner des effets moindres, tels que des maux de tête, des nausées, une perte d'appétit, ou d'autres effets auxquels ces messieurs prêteront sans doute davantage intérêt. Cependant, certains de ces effets peuvent s'avérer bien plus problématiques, tels que la somnolence apparente, atténuant la capacité de réaction, pouvant s'avérer mortelle au volant. De plus, certains partisans du CBD soulèvent l'impossible addiction à la molécule. Soit, si l'on veut. Et qu'en est-il de l'accoutumance, obligeant à consommer des doses toujours plus fortes pour obtenir des effets escomptés? Pensez-vous sincèrement qu'une personne souffrant d'un mal tel que la maladie de Crohn
va se contenter de consommer les doses conseillées lorsque celles-ci ne font plus effet et qu'elles souffrent le martyre? La vente de produits bruts ne doit pas être interdite, mais strictement encadrée, comme soumise à prescription médicale, ce qui empêcherait de nombreuses dérives, puisque c'est la vente libre des fleurs de cannabis et leur accès non contrôlé qui pose ici un réel souci. La nuance apportée par l'arrêté et par l'avis de la CJE est ici. Les produits à base de CBD ayant une quantité importante d'excipients, il est possible d'en empêcher la transformation à d'autres fins et permettre d'encadrer leurs actions, puisqu'elles permettent des conditions d'absorption et d'élimination optimales. L'effet ne peut donc être nul autre que celui escompté, ce qui permet de sécuriser un tant soit peu le marché. De plus, cela empêche de fumer la substance, contrairement à ce qui est d'usage pour la consommation des fleurs et feuilles qui présentent d'importants risques cancérigènes, car il est impossible d'accepter de faire en courir une autre. C'est un grand pas envers les membres du marché du CBD que fait le ministère ici. En revanche, il est nécessaire de ne pas aller trop loin dans la libéralisation de ce type de produit, pour toutes les raisons que nous pourrons ou avons pu mentionner. En plus de ces effets encore trop méconnus liés au manque de recul que l'on a à son propos, le CBD présente un danger apparent pour les contrôles de police, permettant de distinguer le CBD des autres variétés de cannabis stupéfiantes qui s'avèrent bien trop compliquées. Les tests actuels permettent de détecter le THC à hauteur de 0,2%. Or, si les fleurs en question, consommées telles quelles, ou fumées ou en tisane, contiennent un taux inférieur à 0,3%, comme l'autorise la réglementation, mais supérieur à 0,2%, comme initialement autorisé, alors le test sera positif, bien que la variété consommée soit légale. Ce taux d'erreur représente un facteur de complication important concernant les contrôles de police, mais là n'est pas encore le problème majeur, dans la mesure où il est envisageable de créer de nouveaux tests. La véritable contrariété relève des contrôles douaniers. Il n'est pas rare que des douaniers procèdent à des fouilles ou fassent appel à des chiens pour effectuer des contrôles. Néanmoins, toutes les variétés de cannabis ont les mêmes odeurs, formes et couleurs, quelle que soit leur teneur respective en CBD et THC. Il serait ainsi aisé pour les consommateurs ou les trafiquants de faire passer les substances stupéfiantes pour celles qui ne le sont pas. Ou encore pour les douaniers d'arrêter des personnes n'étant pas en situation d'illégalité, ce qui ferait durer les contrôles de manière anormale et engorgerait les laboratoires d'analyse respectifs. Cela ferait perdre un temps précieux à l'institution et pourrait conduire à de nombreuses erreurs et donc encourager le trafic. En effet, avec un chiffre d'affaires estimé à près de 3,5 millions d'euros en 2018, le trafic de stupéfiants explose et est considéré comme le premier marché criminel en France. Il est largement dominé par l'importation de cannabis dont les saisies ont augmenté de 18% entre 2017 et 2018. Le trafic de drogue présente de nombreux dangers, en plus de ceux des substances qui les coulent, tels que les règlements de compte, les guerres de territoire qui en résultent et l'engrenage dans d'autres addictions, poussant les consommateurs dans toujours plus de précarité. Il est de ce point de vue inconsidérable d'accepter la vente de ces substances brutes en raison de ses effets, mais aussi des difficultés qu'elles soulèvent relativement à la sécurité publique. C'est pour ces raisons que les mesures édictées par l'arrêté s'avèrent proportionnées et même nécessaires, ce qui empêche la société Joly Rêve de soulever la condition d'urgence comme motif de suspension. En effet, l'article L521-1, alinéa 1er du Code de justice administrative, prévoit que la suspension de l'exécution d'une décision faisant l'objet d'une requête en annulation ne peut être mise en œuvre qu'à la condition que l'urgence le justifie et qu'il y ait un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La condition d'urgence est considérée comme remplie lorsque la décision en question préjudicie de manière grave et immédiate un intérêt public ou les intérêts du requérant, même si ces répercussions ne sont que purement financières et peuvent être effacées par une compensation pécuniaire, conformément à l'arrêt de section Confédération nationale des radios libres. Si au premier abord, la situation d'urgence soulevée peut sembler vérifiée, compte tenu de la perte de 80% des volumes des ventes de la société Joly Rêve, entraînant une perte conséquente de ses revenus, il n'en est rien. D'après une étude relevant du secteur économique, une société doit réaliser un chiffre d'affaires d'environ 76 627 € pour être rentable. Prenons la société Joly Rêve dont il est ici question. Il apparaît que celle-ci dégage un chiffre d'affaires d'environ 1 321 928 €, très exactement. Si l'on retient la perte revendiquée d'1 048 068 €, il lui reste plus de 273 860 € de chiffre d'affaires. Ainsi, bien que la perte de revenus de cette dernière soit relativement importante, celle-ci n'affecte pas de façon réellement grave ses intérêts. De surcroît, le Conseil d'État a précisé ses dires dans une décision postérieure, où il affirme que l'appréciation de la condition d'urgence s'apprécie de manière concrète, globale et objective, compte tenu des circonstances de chaque espèce et du contexte en question. Effectivement, lorsque l'urgence soulevée relève de la situation financière du requérant, il doit être tenu compte de l'ensemble de son activité.
Le juge doit également, conformément au principe de proportion des décisions, nécessaire dans un idéal de justice, comparer le préjudice subi par le requérant en cas d'exécution avec celui subi par l'intérêt public en cas de suspension. Il apparaît cependant que la société demanderesse achète et vend des produits, compléments alimentaires, fleurs, huile de massage et produits cosmétiques. La vente de fleurs de Sativa ne représente pas la totalité de l'exploitation, mais bel et bien une mince partie de son affaire. Il apparaît alors très compliqué d'admettre la satisfaction de la condition d'urgence. Et quand bien même vous décideriez souverainement de l'admettre, la suspension ne pourrait pas être prononcée, puisqu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision. En effet, le Code de la santé publique prévoit l'interdiction de la production, de la fabrication, du transport, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de l'offre, de la cession, de l'acquisition ou de l'emploi de cannabis, sous forme de plantes, de résine et ses produits dérivés. Mais il prévoit que peuvent être autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes. Par ailleurs, l'article 25 de la DUDH admet que tout être humain a le droit à la santé et érige ce droit en droit fondamental inhérent à la nature humaine. Ce principe est réitéré dans le Pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels. Et l'article 4 de la DDHC dit que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Comme nous avons pu l'expliquer plus tôt, contrairement à ce que l'on peut penser ou à ce que l'on nous laisse croire, les effets du CBD ne sont pas sans impact sur la santé humaine. Ils peuvent faire des dégâts, notamment lorsqu'il est utilisé à outrance ou sous forme de fleurs, puisque son usage peut être controversé et ses effets sont encore trop méconnus. C'est cette fragilité au niveau de l'encadrement des prises ou de la difficulté de contrôle qualité des produits qui rend son utilisation dangereuse. En effet, ces produits passant en vente libre, ils ne sont plus soumis à l'autorisation de la NSM. Et n'importe quelle variété peut être vendue à n'importe qui, y compris chez les personnes pour qui cela présente des risques, comme les femmes enceintes ou les personnes en situation d'hypotension. Il est en effet apparu que la consommation de cannabis, même contenant un très faible pourcentage de THC, comme la variété dont il est ici question, engendre des retards de croissance corporelle et cérébrale et sont à l'origine de nombreuses déficiences cognitives à l'âge adulte. De surcroît, en juillet 2020, la Commission européenne a émis un avis préliminaire recommandant que les extraits de variétés de chanvre industrielles, dont il est ici question, soient considérés comme produits stupéfiants. Cet avis a été réitéré lors d'une réponse de la Commission à une question posée au Parlement européen en octobre 2020. Le raisonnement de la Commission s'appuie sur la découverte que les extraits de chanvre industriels entrent finalement dans la catégorie du tableau 1 de la Convention unique sur les stupéfiants de 61. La CJUE s'est d'ailleurs positionnée dans un arrêt Canvap, où elle n'a à aucun moment donné son aval à la vente de Sativa à son état brut, mais bel et bien à son utilisation dans les procédés de fabrication et à la commercialisation des produits à base de cannabidiol dépourvus d'effets psychotropes, soit exactement ce que prévoit l'arrêté litigieux. Pour toutes les raisons précitées, il apparaît évident que la suspension de cet arrêté irait à l'encontre des droits à la sécurité et à la santé précédemment rappelés. De plus, il est impossible de revendiquer une quelconque entrave à la liberté commerciale, dans la mesure où la liberté consiste à faire ce qui ne nuit pas à autrui. Or, mettre ce genre de produit en vente libre met la santé de nos concitoyens en danger. Je ne suis pas certaine qu'il viendrait à l'esprit des juges de la CJUE d'autoriser leurs enfants à vendre leurs organes sous couvert de la liberté du commerce. Eh bien ici, il devrait en être de même. Ainsi, au vu des éléments du dossier, il semble impossible pour la société en question de demander la suspension de l'exécution de la décision qu'elle conteste, puisqu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de celle-ci, dans la mesure où l'arrêté est à la fois conforme aux normes nationales et constitutionnelles, ainsi qu'aux orientations internationales, et qu'il lui est impossible de se prévaloir d'une situation d'urgence pour obtenir en référé la suspension de l'arrêté en question, dans la mesure où celui-ci ne porte pas atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts. Telle qu'elle le prétend, puisque celle-ci dispose d'un large éventail de produits non concernés par la décision, lui permettant d'avoir un chiffre d'affaires plus que rentable. Il semble par conséquent impossible pour la partie demanderesse de soulever une quelconque situation d'urgence, dans la mesure où il y a une plus grande nécessité de voir appliquer l'interdiction prescrite par l'arrêté litigieux, permettant de préserver les droits fondamentaux inhérents à notre pratique constitutionnelle et aux conventions ratifiées, que de suspendre l'application de l'acte en question sans motif le justifiant. Nous ne nous éloignerons pas du sujet en disant que dans le champ florissant des petits intérêts particuliers se meurt une petite fleur fanée, l'intérêt général. Or, une société ne devient saine que lorsque ses membres œuvrent constamment pour celui-ci. Et agir dans l'intérêt général demande beaucoup de sacrifices, en temps, mais aussi en argent, sinon s'abstenir. Si la société Joli Rêve cherchait à faire primer l'intérêt général comme elle le prétend en vantant les vertus de ses produits,
Ne préférerait-elle pas vendre d'autres produits licites, bien plus efficaces ou plus safe, mais moins rentables, plutôt que de chercher à se voir octroyer l'autorisation de vendre des produits mettant l'intérêt de la nation en danger, si bien du côté de la sécurité publique que du côté de la santé générale? Je reprendrai les mots d'Arnaud Montebourg en vous demandant, mesdames et messieurs les juges et jurés, de bien réfléchir à votre décision, de bien considérer les faits, de prendre en compte l'intérêt général, d'affronter votre conscience et vos responsabilités afin de prendre la bonne décision.